Bonsoir à tous, dimanche 1er décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première, les titres du journal. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, axée sur les organisations communautaires font la différence. L'urgence d'impliquer davantage les organisations communautaires s'impose plus que jamais dans la lutte contre le VIH-Sida. Et puis, reprise du dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne. Les deux parties tablent sur les questions liées aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à la gouvernance démocratique et aux élections. Enfin, le circuit ferroviaire à nouveau opérationnel sur l'ensemble du réseau. Les trains marchandises et voyageurs ont repris le service après 2 jours d'arrêt causés par un déraillement de train. Bienvenue dans ce journal. En ouverture, la suite de la 7e édition du marathon du Gabon. Ce matin, c'était le 10 km, le 42 km et le semi-marathon. Les vainqueurs de ces étapes sont les Kenyans, Alex Batilo chez les hommes et Léa Girotich chez les femmes. Malheureusement, pas de record battu cette année pour le 42 km hommes et femmes. On fait le point avec Ruth Mignolet et Cyriac Harris. Ce 1er décembre s'est déroulé la seconde phase du marathon du Gabon. L'un des événements majeurs pour les professionnels, mais aussi les amateurs de course. C'est ma première fois de monter sur le podium, mais parce que je me suis bien entraîné. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera eux. Je les encourage aussi à participer toujours au marathon, avoir toujours le courage. Nous avons bien préparé cette compétition, surtout nous, le génie militaire. Notre hiérarchie a tout mis pour nous soutenir, moralement et physiquement. Mais sauf que au niveau du parcours... Toutefois, le succès d'une telle organisation sportive, avec plus de 18 000 participants, tient au fait que la course est devenue au fil des années une pratique importante. Mais les stratégies, c'est déjà qu'ils puissent intégrer des académies sportives pour s'entraîner, mais des académies bien spécifiques où le temps, la rigueur sont un peu en adéquation avec ce qu'on fait au Gabon. Victoire du Kenya Alex Batilol, 2h19,50 secondes. Suivi par ses deux compatriotes, Silas Tou, 2h19 minutes 56 secondes et Bernard Chepkouni, 2h22 minutes 9 secondes. Avec la Fédération d'athlétisme et les jeunes athlètes gabonais, pour que l'année prochaine et les années suivantes, ils soient sur ce podium comme les autres. Le président a pris ça à bras le corps aujourd'hui. Il en a parlé justement avec le ministre des Sports et moi-même. Et il nous a chargé de remettre en route la Fédération d'athlétisme parce que depuis quelque temps, elle est un peu éteinte. Cette compétition qui devient l'une des plus prestigieuses du continent africain permet au Gabon de garder la catégorie IAF Road Race Label Events. 1000 coureurs au départ de cette course qui s'est déroulée dans une ambiance festive. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Reportage Bienvenue Minko, Bartel Boisse. Pour la seconde journée du marathon du Gabon, le président de la République, féru de sport, a une nouvelle fois marqué de sa présence la 7e édition de cet événement sportif international. Sur la ligne de départ de cette compétition qui enregistre le plateau élite le plus relevé de son histoire, plus de 18 000 athlètes amateurs et professionnels. Il y a de l'engouement, c'est une fête populaire plus qu'autre chose. Vous voyez, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des familles, tout le monde s'amuse et c'est l'essentiel pour nous. En donnant le coup d'envoi de cette course internationale, le président de la République réitère son soutien à l'effort de développement dans ce domaine pour le rayonnement du sport gabonais. On retient que nous avons encore eu une très belle course avec un temps magnifique où effectivement il y a eu de beaux chronos et tout ça c'est bon parce que ça prouve que les partenariats publics-privés dans le sport ça marche. C'était une course aujourd'hui professionnelle parce que vous avez vu le plateau élite était au grand complet, 21 athlètes de haut niveau labellisés au plan international. Bien, tout ça, ça a été un succès populaire et un succès professionnel et tout ça grâce au soutien du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Sous le regard d'anciennes gloires de l'athlétisme mondial, invités d'honneur à cette compétition, les meilleurs du marathon ont reçu leur distinction.
au terme du parcours des mains du président de la République, à la suite du chef du gouvernement, du ministre en charge des sports et de plusieurs autres personnalités. Fait marquant pour l'athlétisme gabonais cette année avec la garde républicaine qui rafle la mise du semi-marathon en occupant les 3 places du podium de cette catégorie. C'est un leader visiblement satisfait qui a quitté le boulevard du bord de mer à l'issue de la cérémonie. L'ambiance était bel et bien festive et en marge de ce marathon, les anciennes gloires du sport international ont visité la maison d'Alice, cadre dédié aux personnes atteintes du cancer. Les 4 sportifs internationaux sont allés vivre les réalités de cette maison. On retrouve nos reporters Bienvenue Minko et Bartel Boisse. 4 sportifs de renom pour un après-midi au cœur de la maison d'Alice. En marge du marathon du Gabon, Isha Melguerouge, Muriel Urtis, Christine Aron et Géraldine Robert sont venus partager le quotidien des pensionnaires de cette maison de vie, le temps d'un après-midi. Très touchée de voir cet engagement, cet investissement. Et puis, on a eu l'occasion de croiser des enfants. Je peux que encourager et féliciter le travail qui a été fourni et mis en place ici grâce à ce centre. Je dirais en tant que maman, voir ces jeunes patients, c'est vrai que ça attriste un peu, mais après on a un petit soulagement de savoir qu'ils sont bien pris en charge, ils sont bien encadrés et surtout de les voir sourire. De les voir sourire, c'est une vraie leçon de vie. Dans cet espace entièrement dédié aux patients souffrant de cancer, les soins et l'hébergement sont gratuits. Le parcours de ce lieu de vie offert aux personnes économiquement faibles n'a pas laissé indifférents les visiteurs du jour. C'est un travail formidable que j'encourage fièrement et profondément. Je continue à supporter cette fondation qui fait énormément de choses pour la lutte du cancer ici au Gabon et aussi dans la région. Et je peux juste dire que le sport aujourd'hui joue un rôle exceptionnel. La course de marathon de Gabon est vraiment solidaire avec la cause, solidaire avec les malades, solidaire avec la Fondation et avec la Maison d'Alice. Et elle continuera, comme moi, à soutenir la Fondation et soutenir les malades. Dans cette maison qui tient son nom de la première patiente gabonaise traitée à l'Institut de cancérologie de Libreville en 2013, l'ex-championne du monde Muriel Urtis, pour sa première visite en ces lieux, a immortalisé son passage dans le livre d'or de la Maison d'Alice. Et ce qui focalise l'actualité dans le domaine politique, c'est la reprise du dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne. Les 2 parties ont convenu de se retrouver de façon périodique, mais ces assises se fixent le cap de mettre sur la table les questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à la gouvernance démocratique et aux élections. Reportage Charles Obamondo, Gérard Mindou. C'est une reprise du dialogue politique qui s'annonce véritablement très intense. Pour l'entame, après plusieurs jours de discussions, le gouvernement gabonais et l'Union européenne se sont séparés sur une note de satisfaction générale. Le communiqué de presse sanctionnant la fin des travaux indique avec clarté et précision les points sur lesquels porteront les prochaines rencontres. Sur les droits de l'homme, la question des violences consécutives à l'annonce des résultats des élections de 2016. La question des détentions irrégulières, des dépassements des délais de détention avant jugement et des conditions de détention. Les examens périodiques universels au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sur la démocratisation et les libertés fondamentales, les droits et libertés civiles et politiques dans le contexte des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'accord de Cotonou. La liberté de rassemblement, telle que définie par la loi sur les réunions et manifestations publiques en République gabonaise, la liberté d'expression et des médias, y compris la liberté d'Internet, enfin l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Comme point 3, sur les réformes électorales et les élections législatives de 2018.
La volonté des deux parties est plus que manifeste. Les pourparlers vont se poursuivre sur la base d'un programme bien établi. Au terme des débats sur l'ensemble des points de l'ordre du jour, un dialogue régulier sera engagé en vue de l'approfondissement du partenariat entre les deux parties dans tous les domaines. Au regard de la détermination affichée, nul doute que Libreville et Bruxelles ne pourront que s'accorder sur l'essentiel. On s'intéresse maintenant à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. 1er décembre oblige, cette journée est placée sous le thème « Les organisations communautaires font la différence ». À travers ce thème, il est question de rendre hommage au rôle essentiel joué par les organisations communautaires dans la lutte contre le sida. On fait le point avec Patricia Moulet sur les images d'archives. Pour cette journée mondiale de lutte contre le sida en 2019, les communautés constituent un soutien de taille pour le succès de la riposte au VIH. Un rôle essentiel d'ailleurs reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. L'implication de ces communautés est toutefois freinée par la réduction du financement des donateurs, des conditions juridiques, sociales et politiques. Les femmes et les filles qui font partie des communautés isolées représentaient en 2018 près de 54% des nouvelles infections par le VIH. Avec l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services, les populations vivant avec cette maladie ont fait preuve de courage, ce qui a également favorisé la baisse des prix de médicaments antirétroviraux. C'est ainsi que 24 500 000 personnes, parmi les 37 900 000 vivant avec le VIH, ont bénéficié d'un traitement contre ce fléau. Les communautés ont ainsi fourni des services de prévention et de traitement du VIH, plaidant donc en faveur de la suppression des lois et des politiques punitives. Un rôle de premier plan que les communautés assurent également pour maintenir le VIH parmi les priorités du programme politique mis en œuvre par les décideurs. C'est donc dans cette optique que le programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît le rôle capital, sinon central, que jouent les communautés dans la réalisation des ODD et dans la concrétisation de la promesse de ne pas faire de laisser pour compte. Et parmi les organisations communautaires qui luttent contre le sida, il y a les chrétiens. Ainsi, une messe écuménique a été dite ce matin à l'église Le Torrent en présence d'Andy Tungui et Gérard Manganga. Messe écuménique pour une implication des communautés religieuses avec le phénomène du VIH-Sida. Pour mettre fin à cette maladie, les hommes spirituels et les représentants des organismes nationaux et internationaux luttant contre le sida s'accordent à vulgariser 3 attitudes du leader, notamment connaître la maladie, éviter la contagion et combattre la maladie. Nous voulons que les communautés fassent la différence. Nous voulons que la réponse aujourd'hui vienne de la communauté. Nos jeunes continuent à se comporter comme si le VIH n'existait pas. À l'heure actuelle, la prévalence au Gabon est beaucoup plus concentrée dans la tranche d'âge de 15 à 30 ans. C'est grave. La place des communautés au centre de cette journée répond à leur engagement à sauver des vies. On a déjà prouvé que les communautés peuvent faire la différence et c'est pour cela qu'en 2019, on s'approche de 2020 et de 2030 pour bientôt. On ne peut rien faire sans l'engagement des communautés. Chacun doit se sentir concerné. Le VIH, ce n'est pas seulement les autres. Donc, et le premier pas de la prévention, c'est aller se faire dépister, le dépistage. Le dépistage est le portail de la prévention. Si vous ne faites pas le dépistage, c'est vrai, on peut vous servir tous les discours, mais il n'y a que le dépistage qui peut déterminer si vous êtes infecté ou pas. À partir de ce moment-là, vous aurez une attitude différente selon que vous soyez infecté ou pas. Plusieurs activités ont été organisées à Libreville, à savoir la campagne de sensibilisation de proximité, le dépistage et l'atelier. Les capitales provinciales ont aussi emboîté le pas. Le rôle crucial de sensibilisation joué par les organisations communautaires est plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi les responsables des églises Christ Espoir des Nations, la Cité des Grands et celui de Paix et Amour ont davantage sensibilisé leurs fidèles le temps d'un culte sur le VIH-Sida. Le reportage est signé Georges Kombila Tanguy Tsaka. Une journée bien particulière pour l'évêque de l'église Christ Espoir des Nations, la Cité des Grands, lequel a axé son culte dominical sur le thème « La puissance de la révélation » et a par la suite sensibilisé ses fidèles sur la lutte contre le VIH. Une sensibilisation qui cadre avec cette journée du 1er décembre. Je pense que la puissance de la révélation est le secret et la clé.
qui nous donne accès à notre miracle, à notre guérison, à notre désir. La maladie du sida est une maladie qui n'est plus taboue dans nos lieux de culte. Nous trouvons l'occasion toujours de rappeler, nous prions pour les gens qui sont malades du sida. Nous les sensibilisons en même temps, ceux-là qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, nous les sensibilisons à prendre beaucoup de précautions. Mais en même temps, nous croyons que si quelqu'un est malade, peu importe sa maladie, Jésus est capable de guérir. À l'église La Paix et Amour, l'évêque Pierre-Luc a libéré la parole sur la foi divine. Inviter l'Église, la population chrétienne et toutes nos communautés à un changement de mentalité. Et nous les inscrivons dans une logique de la prière, mais aussi du travail et de l'intégrité. Des louanges, des chants d'adoration ont agrémenté ces sensibilisations dans la foi de tous les chrétiens, notamment atteints de la maladie du siècle. Sur ce plateau, un invité, il s'agit de Denise Ongota Aplogan, directeur général adjoint à la direction de la prévention du sida. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, il est question de revenir sur la journée, la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, cette journée a mis un accent particulier sur les organisations communautaires. Comment expliquer cela? Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'élément qui est passé. Les communautés ont joué un rôle essentiel depuis le début de la maladie et c'est eux qui ont fait au niveau de la riposte un travail important pour le recul de la maladie. Donc dans notre pays, vous savez que ce n'était pas un pays d'association. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent en collaboration avec les services. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du secteur de la santé, on a démissionné un peu? On n'a pas démissionné. Pour laisser la charge aux organisations communautaires? Non, pas du tout. Nous travaillons en collaboration avec ces associations-là. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous aviez été à l'esplanade de la Poste, vous aurez vu qu'il y a des agents de santé qui travaillent avec des associations. Il y avait plusieurs associations qui viennent porter main forte au ministère de la Santé dans le cadre du VIH-Sida. Alors, aujourd'hui, on célèbre la journée. Mais quelle est la situation du Gabon par rapport à cette pandémie? Quels sont les chiffres aujourd'hui au niveau du Gabon? Alors, il y a une remarque importante quand même qu'il faut faire, c'est que le VIH-Sida a diminué depuis plusieurs années, déjà au niveau du monde. Et au niveau du Gabon, c'est également le cas. Dans les années 2000, le taux de prévalence était de l'ordre de 8%. L'EDS, l'enquête démographique et de santé de 2000, nous a montré que la prévalence est descendue à 4,1%. Et nous avons toujours cette prévalence jusqu'à ce qu'on ait un nouveau résultat. Vous savez qu'il y a une enquête démographique et de santé, la 3e du genre, qui est en cours, qui a démarré déjà depuis quelques semaines. Il y a des agents sur le terrain. Et à la fin de cette enquête, nous saurons la nouvelle prévalence. Nous aurons la nouvelle prévalence. Mais aujourd'hui, nous avons 53 000 personnes qui vivent avec le VIH. 36 000... Hommes et femmes confondus? Hommes et femmes, enfants confondus. Donc 36 000 personnes parmi ces 53 000 sont sous traitement antirétroviral. Et au cours de l'année 2018, on a noté une diminution importante des nouveaux cas qui étaient de 2000. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. On a l'impression que cette célébration se passe un peu en catimini au niveau du Gabon. Pourquoi on n'a pas eu de cérémonie en grande pompe comme les années antérieures? Vous savez que le pays traverse des moments difficiles et ça se ressent partout. Il y a des activités qui ne sont pas grandement médiatisées comme par le passé, mais il y a des choses qui se font. Aujourd'hui, par exemple, c'était le 2e jour de l'activité. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Depuis un peu plus de 5 ans, il y a, à côté du marathon qui se déroule au niveau du bord de mer, à l'esplanade de la Poste, on a 2 jours de dépistage, de sensibilisation et de dépistage. Donc, depuis hier, il y a du monde qui circule par là et nous avons fait un certain nombre de dépistages. Nous avons à peu près de 900 personnes qui se sont fait dépister depuis hier au bord de mer. L'activité va se poursuivre au-delà du marathon? Mais on continue. Toute l'année, nous travaillons. Nous avons des services qui continuent le dépistage. Quand on aura plus de moyens, on sera plus visible dans les quartiers, mais nous continuons à travailler tous les jours dans les provinces
dans les services, le dépistage continue. Merci Madame Denise Ongota Apogon. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à la direction de la prévention du sida. Mettons à présent le cap sur la province du Haut-Ogooué pour marquer l'arrêt à Bongoville. Une mission médicale chinoise vient de poser un acte humanitaire en faveur des populations via des journées médicales où des consultations gratuites étaient au rendez-vous. Sur place, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Le centre hospitalier de Bongoville, lieu de concentration des populations altogovéennes, cela à la faveur des journées médicales. L'ouverture des dites journées a vu la présence des autorités politico-administratives de la contrée et des responsables de la 21e mission médicale chinoise de Franceville. En choisissant la ville de Bongoville, capitale du département de Djouré-Anili, vous faites honneur à cette circonscription administrative et vous magnifiez par la même occasion l'excellence des relations. Madame le directeur de l'hôpital de l'amitié chino-gabonaise, votre délégation et vous, en apportant le soin à cette population à la veille des fêtes de fin d'année, vous nous offrez le plus beau cadeau à nos populations. 3 jours durant, les patients bénéficieront de consultations gratuites. Les pathologies retenues sont la médecine générale, l'ophtalmologie, la gynécologie, acupuncture, chirurgie et pédiatrie. Tout un déploiement médical pour soulager les populations locales. Nous avons décidé que Bongoville, comme convenu dans la convention entre l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise et Bongoville, de prendre soin des malades de cette commune. Le leitmotiv de la mission médicale chinoise reste la guérison de l'ensemble de ses patients. En tant que la 21e mission médicale chinoise, nous allons faire 3 jours de caravane médicale. Pendant ce temps, nous allons aider les patients et établir des relations amicales avec le personnel médical d'ici. Pour ce premier jour, 183 personnes ont été consultées. Une aubaine pour les populations vulnérables qui, au bout du compte, retrouvent le sourire. À Libreville, on parle encore de religion avec le séminaire qui se déroule au ministère de l'Esprit et la Justice. Axé sur les ténèbres vont reculer. Cette rencontre religieuse va permettre aux chrétiens de se réapproprier les âmes spirituelles, leur permettant de vaincre les forces démoniaques. Compte rendu Patrick Zogué-Bekale. Perpétuant sa tradition de séminaire de fin d'année, le ministère de l'Esprit et de la Justice, communauté prophétique, charismatique et des réveils basés au Carrefour Kanté d'Ozangué, et dont le leader spirituel est le bishop Sylvain Edzan, s'est choisi pour thème, en ce début de mois de décembre, les ténèbres vont reculer. Pour faire reculer les ténèbres, indique l'orateur, l'apôtre Paul David, venu spécialement de Belgique, en citant les Saintes Écritures, notamment le livre de Matthieu, les chapitres 23 des psaumes et 49 du livre de Genèse. Le chrétien doit se dépouiller de son enveloppe charnelle pour se réapproprier sa dimension de foi, laquelle doit le conduire du statut de chrétien poisson ou de simple brebis au statut de lion dans la foi, qui est le statut conféré à Christ, encore appelé lion de la tribu de Juda. C'est plus la chair, c'est plus le sang, c'est plus telle tribu. Oh, lui, il est de telle ethnie. À l'église, il n'y a pas ça. Oh, le pasteur est de quel pays, il est de quelle tribu, non. On veut savoir s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Parce que ce que je veux recevoir de lui, ce sont des choses que l'homme n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Et des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. 7 jours de prophétie, de louanges, de miracles, d'adoration sous l'impulsion divine et la sage direction de l'apôtre Paul David et du bishop Sylvain Edzan pour redonner au peuple du Mège et au peuple chrétien dans son entièreté les armes et les revêtements spirituels lui permettant de vaincre les forces démoniaques qui freinent son élévation matérielle et spirituelle aux portes de cette année 2020. L'église La Cité des Grands organise dans quelques jours une campagne d'évangélisation. En prélude à cet événement, les responsables de cette église ont organisé une caravane de sensibilisation pour mieux édifier les fidèles sur l'intérêt de cette campagne d'évangélisation. Le point avec Cabrel Guilain, les mamies et Thierry Aldo Mandaka.
amener les croyants et non-croyants à prendre part à la campagne d'évangélisation qu'elle organisera dans quelques jours. C'est tout le sens de cette caravane initiée par l'Église, la Cité des Grands. L'événement verra la participation d'un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. J'en connais Kim Nakefan, qui est un homme spécial dans le domaine du miracle. J'ai envie de dire que c'est la pointure, c'est le numéro 1 actuellement en Afrique, dans le miracle authentique, le miracle vrai de Dieu. Et donc j'invite toute la population gabonaise, tous ceux qui m'écoutent, à venir à ce programme. C'est sous le thème « Anéantir l'homme fort de ta destinée » que ce programme, certainement bénéfique pour la population gabonaise, se déroulera. Ce programme, comme je l'explique, est décerné en faveur de notre pays, le Gabon, premièrement, et ensuite de toute la population qui vit au Gabon. Anéantir l'homme de ta destinée parce que simplement, dans la vie de tous les jours, nous constatons que nous sommes opposés à des difficultés qui s'opposent à nous, dans la vie courante, que ce soit dans la vie professionnelle. Et nous avons vraiment choisi ce thème par inspiré de Dieu, d'anéantir l'homme fort de ta destinée, afin que chaque Gabon, notre pays, le Gabon d'abord, puisse décoller et atteindre sa destinée, et que chaque habitant de cette nation puisse rentrer dans sa destinée. C'est le gymnase d'Olumi qui abritera cette campagne d'évangélisation du 4 au 5 décembre prochain. On en vient maintenant au trafic ferroviaire interrompu il y a 2 jours. Tout est rentré dans l'ordre. La circulation ferroviaire a repris sur l'ensemble du réseau. Les techniciens de la CETRAG mobilisés sur le terrain ont pu remédier à cette situation causée par le déraillement d'un train minéralier. Sur place, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Le Transgabonais siffle à nouveau, 48 heures après l'interruption du trafic ferroviaire, eu égard à un déraillement du train minéralier. Les travaux ont pris 2 jours. Ce qui a été plus long, c'est la partie acheminement du matériel, parce qu'il faut savoir que nous sommes proches de l'Astroville et nous avons du matériel à Libreville et à Boué. Donc la partie logistique a été un peu difficile au départ, mais tout s'est bien terminé. Paris gagné pour la CETRAG, dont les équipes, nonobstant les intempéries, ont travaillé avec entrain et panache, de jour comme de nuit. Résultat des courses, le rétablissement de la voie s'est fait dans les plus brefs délais. Nous venons de terminer le chantier sous la pluie, mais je félicite les équipes très mobilisées qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le chemin de fer reprenne. Des travaux de qualité réalisés sous le contrôle des experts en la matière de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Notre participation est simplement pour donner des conseils et puis voir le déroulement des travaux, si ça se fait dans les règles de l'art. Cela dit, le trafic sur la voie ferrée reprend dès ce dimanche, rassure la CETRAG. Je confirme bien que le premier train qui va passer, ça va être le train de service, donc le train de travaux. Ensuite, il va y avoir des trains commerciaux, notamment les trains de marchandises. Après, le premier train voyageur va circuler, rassurer les clients qu'à chaque fois que nous avons un incident, nous mettons tout en œuvre, mais vraiment pour rétablir le trafic. Les enquêtes menées conjointement par la RTF, CETRAG et Comilogue se poursuivent et permettront d'élucider les circonstances de ce énième déraillement, paralysant ainsi l'écosystème des opérateurs du rail. Toujours en rapport avec les infrastructures, on s'arrête sur la Nationale 1, précisément au PK60 à Andem. La route est dans un état de dégradation avancée, une situation qui cause des désagréments aux usagers qui empruntent cette route au quotidien. La suite du journal, la Société des brasseries du Gabon, Sobraga, vient de procéder au tirage au sort du jeu concours Castel Bière qu'elle a lancé récemment. Au finish, 5 vainqueurs sortent du lot. Le public reportage est signé Sheila Mébalé, Alexandre Kogué. À vos marques, prêts, décapsulés, et c'est parti pour la première phase du tirage au sort du jeu concours Castel Bière de la Sobraga, lancé depuis le 20 octobre dernier. Ils étaient 5 bénéficiaires à avoir reçu respectivement 10 millions pour les 2 premiers et 250 000 pour les 3 autres. Le jeu concours qui s'étend jusqu'au 20 décembre prochain départagera 4 gagnants sur la somme de 40 millions. Les bénéficiaires reviennent sur leur participation et leur projet après avoir reçu cette manne financière. En tout cas, vraiment, ça m'a fait plaisir. Quand on m'appelle, j'étais vraiment contente. J'ai appris 25 pour moi. Quand j'arrive au 13, j'ai eu déjà tirage au sol. Mon projet, j'ai déjà ma maison. Je peux payer les choses pour mettre aussi dedans. Mais moi, je ne travaille pas.
il faut que je trouve une manière d'y avoir quelque chose comme un petit clando ou bien quelque chose à faire pour m'aider avec ma femme, avec mes enfants qui sont à l'école. Pour participer au jeu, il fallait simplement retourner la capsule de votre Castelbière en bouteille de 65 centilitres ou 33 centilitres pour découvrir votre lot. Castel, le slogan c'est le goût de la réussite. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, on a réussi à rendre heureux 5 Gabonais, sinon davantage. Donc le concept était simple, c'était un concours capsule. Donc sous le joint de la capsule, vous pouvez gagner qui une boisson gazeuse, qui une bière, qui un t-shirt, ou éventuellement prétendre donc au tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui à Sogam Équipe. On a pris sur l'ensemble une partie, il reste 2 fois 10 millions à gagner, et on aura donc un dernier tirage au sort qui aura lieu autour du 27 décembre. Le jeu qui se poursuit jusqu'au 20 décembre 2019 mettra à la disposition des consommateurs 4 bons d'achat d'une valeur de 10 millions de francs CFA chacun en équipement mobilier et matériaux de construction. Castelbière, une boisson à consommer avec modération. L'actualité, c'est aussi les anciens élèves de l'École nationale supérieure des ingénieurs de Libreville, récemment promus à des postes de responsabilité. Ils ont été honorés par les membres de leur amicale en présence de Patricia Lydie Mouelé et Marlise Mengue. C'est dans un esprit de convivialité, de solidarité que ces hommes et femmes, fiers d'appartenir à l'ancienne École nationale supérieure des ingénieurs de Libreville, actuellement l'École polytechnique de Massoukou, ont tenu pour la première fois de se rassembler pour honorer les cadres issus de leur établissement et qui ont été promus à de hautes fonctions. Notre rencontre de ce soir rentre dans le cadre de la célébration de nos collègues qui ont été promus, respectivement Gervais de Souza qui a été promu directeur général de la SEG, François Tombo-Tsiba, directeur général de Gabon Oil Company, Zo Minto Prosper, directeur régional de l'organisation de l'aviation civile internationale. Il est directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons Waidi qui est directeur général de BGFI. Nous avons l'administrateur directeur général de l'école des mines de métallurgie de Moanda, Jean-Yves Autourou. Et nous avons le nouveau directeur général des douanes et également Turiaf Alogo qui est directeur général adjoint de la société Patrimoine. Vous voyez, ça fait du beau monde. Nous avons 7 promus, donc ce qui veut dire que cette école a formé l'élite. C'est donc la consécration d'un parcours élogieux qui mérite d'être félicité, encouragé, occasion pour l'un des doyens de cet établissement supérieur d'exhorter les promus à davantage se distinguer dans leurs nouvelles responsabilités. Nous voudrions en même temps souhaiter que vos futures actions dans vos nouvelles administrations respectives contribuent au rayonnement de notre pays, grâce à la mise en valeur de l'éthique et du sens de la responsabilité qui ont toujours distingué et caractérisé l'ingénieur NSIL. Nous sommes convaincus que par votre expertise et votre expérience reconnue, vous travaillerez à mériter pleinement les nominations dont nous célébrons aujourd'hui les performances au nom de l'amicale de l'ENSIL. L'avenir de l'amicale des anciens élèves de l'ENSIL est désormais inscrit sous le signe de la continuité de l'excellence, de la redynamisation des liens de solidarité, d'entraide, afin que cet élan impulsé par ses membres se pérennise. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux pour la journée du 2 décembre 2019 est établi comme suit. 9h audition du député Gabriel Malonga Mouelé, 11h réunion de la conférence des présidents, 15h réunion de la séance plénière relative à l'examen et à l'adoption du projet de loi règlement gestion 2018 et du projet de loi des finances exercice 2019. Enfin, on parle des préparatifs de la présidentielle au Togo. Les Togolais résidant au Gabon prendront une part active à cette élection. Une équipe de la Commission électorale nationale indépendante venue du Togo séjourne actuellement à Libreville. Objectif, procéder aux opérations d'enrôlement de leurs compatriotes. Arnaud Mbabekou, Michel John Boudéan, reportage. Pour la première fois, la diaspora togolaise participera à l'élection présidentielle. Pour cette échéance future, les Togolais du Gabon ont pris une part active à l'enrôlement qui s'est déroulé à l'ambassade du Togo. Une opération qui se passe jusque-là sans incident. Les enrôlements se passent très bien. Les pétitionnaires, ils arrivent,
et nous contrôlons en quelque sorte. Il y a une équipe qui contrôle en fait s'ils sont en règle. L'opération se déroule bien, mais hier au début il y a eu quelques tâtonnements à cause du matériel électoral qui n'est pas arrivé à temps. Mais depuis hier soir jusqu'à maintenant tout se passe bien. Les compatriotes se sont fait enregistrer et nous avons affiché les listes à notre disposition depuis hier soir. Le processus est placé sous la supervision de la commission électorale d'ambassade indépendante selon les dispositions du code électoral togolais du 29 mai 2012, modifié le 6 novembre 2019 qui fixe les conditions de participation. Pour être recensé sur la liste électorale, il faut avoir 3 documents en cours de validité, notamment la carte consulaire, le passeport et la carte d'identité nationale. Ces 3 documents sont cumulatifs. Il faut les disposer et qu'ils soient en cours de validité. 20 kits ont été affectés pour la circonstance et 2 agents par kit afin d'éviter d'éventuelles erreurs. Ce travail est supervisé par un commissaire de la CENI dépêché du Togo. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir regardé. Excellente suite de programme sur Gabon Première. Je vous dis à très vite sur votre chaîne préférée. Au revoir.